Alors, si maintenant on passe à la vie même de Dostoïevski. Dostoïevski est un Russe. Il est né le 30 octobre 1821. Il est mort le 28 janvier 1881. Il a donc vécu après la victoire contre Napoléon. Il vit à l'époque des tsars Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II. Alexandre II qui est mort assassiné après la mort de Dostoïevski le 30 mars 81. Il vit à l'époque de la modernisation de la Russie, abolition du servage en 1861, instauration des tribunaux avec jury populaire, construction du chemin de fer. Il vit après l'échec de ce qu'on appelle les décembristes, une sorte d'insurrection intellectuelle qui a complètement raté, très faible. Et il vit surtout à l'époque du débat central en Russie, analogue d'ailleurs au débat qui avait eu lieu juste avant en Allemagne. Faut-il suivre les idées de modernisation qui sont attribuées à la France, ou faut-il au contraire rester fidèle aux racines, aux traditions? Donc d'un côté les occidentalistes, d'un autre côté les slavophiles. Enfin, il vit à l'époque où il y a une vague anarchiste, une vague d'attentats anarchistes partout dans le monde, y compris aux États-Unis, en Europe, en France, et très nombreux attentats anarchistes qui commencent à se développer en Russie. Quels sont les principaux événements de la vie de Dostoïevski? D'abord, l'assassinat de son père par les serfs de son père. Son père était quelqu'un d'extrêmement cruel, sévère avec les serfs, il a donc été assassiné. Il y a toute une étude de Freud sur l'importance de ce traumatisme chez le jeune Dostoïevski et la façon dont ça réapparaît dans un très grand nombre de romans. Il y a un très grand nombre de romans de Dostoïevski qui portent sur un assassinat. Et l'un des plus grands romans, Les Frères Karamazov, porte sur un parricide. Deuxième chose importante dans la vie de Dostoïevski, c'est un très grand lecteur. C'est un lecteur de Dickens, c'est un lecteur de Balzac, un admirateur de Hugo, un admirateur, pendant un certain temps, de George Sand. C'est quelqu'un qui est aussi incompréhensible si on ne le situe pas par rapport à toute la tradition de la littérature du roman russe. C'est un extraordinaire admirateur de Pouchkine et de Gogol. Gogol, Pouchkine, qui sont les inventeurs de cette notion de nihilisme. Problème des rapports entre parents et enfants et la façon dont ne se transmet pas une tradition entre parents et enfants. C'est quelqu'un qui vit à la même époque que Tolstoï, même époque que Tourgueniev, et il est en rivalité littéraire avec Tolstoï et avec Tourgueniev. C'est quelqu'un qui va faire partie, quand il est jeune, d'un groupe d'intellectuels progressistes, mais il est toujours un peu en marge de ces progressistes, très influencés par les idées européennes, allemandes, françaises, les idées de Feuerbach, Moses Hess, qui circulent, les idées de Proudhon, qui circulent, les idées de Fourier. Qu'est-ce qui fait que Dostoïevski est en marge par rapport à tout ça? C'est qu'il est déjà, et restera toute sa vie, chrétien. C'est ce qu'on appellerait maintenant un chrétien social, c'est un chrétien de gauche. C'est quelqu'un qui développe l'idée, dans sa jeunesse, idée qu'il combattra par la suite, que si jamais Jésus revenait maintenant, il adhérerait à un groupe socialiste. Il prendrait la tête d'un mouvement contestataire. Troisième événement très important, il va être arrêté avec tout ce groupe de jeunes intellectuels qui parlaient beaucoup mais qui n'agissaient absolument pas. Donc il n'y a rien à leur reprocher au point de vue action, simplement des paroles de critique
de l'État de la Russie de leur temps. Il va être arrêté, il va être mis en prison, il va être jugé, il va être condamné à mort. Et il va être amené devant les soldats qui vont le pointer avec leur fusil. Donc là, il se voit mort. Il va être fusillé dans les 30 secondes. Et à ce moment-là, on lui annonce la grâce du tsar. Donc ça, c'est un choc terrible, de se voir mort avec ses amis et de recevoir la grâce du tsar avec cette espèce de mise en scène macabre. Sa peine est commuée en année de ce qu'on appelle maintenant le goulag. Il part donc en Sibérie. Et sur le quai de la gare pour partir en Sibérie, il va y avoir une femme qui va lui donner la Bible. Une Bible qu'il va garder toute sa vie et qu'il gardera même à l'instant de sa mort. Il mourra avec la Bible entre les mains, la Bible qu'il a reçue d'une femme inconnue rencontrée sur le quai de la gare. Il va raconter ses années de Sibérie dans un livre qui s'appelle Les carnets de la maison des morts ou Carnets de la maison morte. Et là, il se pose une série de problèmes. Il rencontre des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés sans cela. Il rencontre ce qu'on appelle maintenant la Russie profonde. Première chose qu'il découvre, c'est la valeur humaine de ces criminels. Deuxième chose qui le surprend beaucoup, c'est l'absence complète de remords apparents chez tous ces assassins, des criminels, des violeurs, la lie de la société, aucun remords, mais une certaine grandeur. Il se pose aussi la question de ce que c'est que la justice, et il va rentrer en opposition radicale avec l'une des tendances du socialisme de son temps, qui consiste à dire la criminalité est un phénomène social. Il faut éprouver de la mansuétude par rapport aux criminels, parce que dans le fond, les criminels sont des victimes. Pour Dostoïevski, au contraire, il va y avoir une valeur importante de la punition. Il va y avoir chez Dostoïevski une thèse de la rédemption par la douleur. Les assassins ne sont pas des victimes, les assassins font des victimes. Et donc il va s'opposer à deux idées tout à fait courantes, toujours à notre époque. La thèse de Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le dégrade. Il sera beaucoup plus proche de la thèse de Kant, l'homme est naturellement mauvais, c'est la société qui le redresse. Et la thèse de Hugo, ouvrez une école, vous fermerez une prison. La thèse de Dostoïevski, c'est qu'on peut être vicieux même en étant extrêmement civilisé, éduqué, passé par les écoles. Une remarque, les carnets de Dostoïevski sur son séjour en prison ont failli être interdits par la censure. Pas du tout parce que ça décrirait un monde inhumain, mais au contraire parce que la censure trouvait que la description était trop douce, et donc que ça ne dissuaderait pas suffisamment les apprentis criminels. Après ça, Dostoïevski rentre à Saint-Pétersbourg, il va commencer une série de voyages en Europe, et il va être très influencé par, là encore, une série d'événements. D'abord, il se passionne et il prend position contre la Commune de Paris. Les incendies du Louvre, des Tuileries, le choquent profondément. Deuxième chose, il voit des signes de nihilisme dans l'un des romans les plus connus de l'époque, le roman de Tchernychevski qui s'appelle Koffer, qui décrit ce monde utopiste socialiste basé sur une sorte de liberté sexuelle et de communauté sociale, en mettant en scène les idées de Proudhon et de Fourier. Troisième chose, à Genève,
En 1867, il va assister au Congrès de la paix, où il y a Victor Hugo, où il y a Bakounine, et il va assister au discours de Bakounine qui va profondément le choquer sur la conception que Bakounine se fait de l'État de la Russie. Enfin, il va aller à Londres, et à Londres, il va être extrêmement influencé par une exposition, et à l'intérieur de l'exposition moderne, il va y avoir ce qu'on appelle le Crystal Palace, c'est-à-dire un grand palais d'exposition construit intégralement avec du fer, de l'acier et du verre, et donc un palais complètement transparent. Palais transparent qui va être loué par Tchanitchensky, et dans lequel lui, au contraire, voit le symbole d'une société transparente, athée, inhumaine. Progressivement, Dostoïevski, qui donc a été un jeune homme de gauche dans sa jeunesse, va se convaincre que l'occidentalisation, qu'elle soit bourgeoise ou qu'elle soit socialiste, signifie la mort des traditions, des racines du peuple russe. Et il est persuadé que le peuple russe a un message fondamental à apporter au genre humain grâce à l'orthodoxie. Il appelle le peuple russe le peuple théophore. Théos, Dieu, fort, porté. Métaphore, théophore, porter Dieu. Donc, le peuple russe aurait un message important à apporter au genre humain en étant le peuple théophore, et si jamais le peuple russe s'occidentalise, il perdra sa destination, son destin spirituel. À ce moment-là, donc, il produit ses 4 principaux romans, les 4 grands romans, les 4 derniers romans de Dostoïevski, Crime et Châtiment. L'idée centrale de Crime et Châtiment, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer même une abominable usurière qui maintient tout un quartier dans la servitude pour une cause juste. La vie humaine est sacrée, on n'a pas le droit de casser des œufs pour faire une omelette. Deuxième grand roman, L'idiot. L'idiot, c'est le Christ. L'idiot, c'est un innocent. C'est quelqu'un qui n'a aucune hypocrisie, c'est quelqu'un qui ne fait aucune concession aux règles sociales. C'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, qui dit toujours la vérité. Et le problème, c'est qu'il ne produit que des catastrophes sur son passage. Donc, comment être au service de la vérité tout en apportant quelque chose de constructif? Troisième grand roman, le grand roman politique de Dostoïevski, c'est les démons, pardon. L'idée centrale de Dostoïevski, c'est qu'il n'y a pas de société sans lien social. Et il n'y a pas de lien social sans religion. Donc si on pose que Dieu n'existe pas, progressivement, tous les liens sociaux vont se dissoudre, se désagréger. Et donc, l'humanisme athée est une marche descendante vers le terrorisme totalitaire. Ça, c'est les démons. Enfin, dernier grand roman, Les Frères Karamazov. Les démons, c'était le grand roman politique. Les Frères Karamazov, c'est le grand roman religieux. On a 3 frères, plus un frère inconnu bâtard. Parmi ces 3 frères, il y a le frère sensuel, l'aîné, il y a le frère cynique, Ivan, il y a le jeune frère religieux, Alyosha. Et c'est dans ce roman que vous avez tous les débats sur la fameuse phrase, non pas celle de Nietzsche, « Si Dieu est mort, alors tout est permis », mais « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». Donc le problème, c'est qu'est-ce qui fonde les meurtres.